Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur la transmission synaptique consacrée aux élèves de terminale Bac Sciences et Sport. Je rappelle que cette leçon est présentée par moi-même, Madame Wadfelli Mahjoub Amel, enseignante au lycée Farhat Rached Radis, sous l'assistance pédagogique de M. Rahwi Adel, inspecteur de la matière. On a déjà vu que l'étirement du faisceau neuromusculaire engendre un message nerveux sensitif qui se propage le long de la fibre nerveuse jusqu'à la moelle épinière, là où les neurones communiquent à travers des synapses. On se demande comment se transmet le message nerveux au niveau d'une synapse. Les schémas suivants montrent deux modèles réalisés par des élèves expliquant la transmission du PA. Ces modèles présentent deux conceptions. La première est une conception électrique où le PA passe électriquement d'un neurone à un autre car le liquide entre les cellules est conducteur. La deuxième est une conception hormonale, chimique, où le PA passe par des hormones. Alors, lequel des deux modèles peut expliquer le mécanisme de la transmission du PA d'un neurone à un autre? Rappelons d'abord l'ultrasélecture d'une synapse neuroneuronique. L'électronographie d'une synapse neuroneuronique permet d'identifier les éléments d'une synapse. Ces éléments sont visualisés par une interprétation schématique. On distingue le premier élément qui est l'élément présynaptique. Il s'agit de boutons synaptiques. Dans cet élément, on a plusieurs vésicules synaptiques qui renferment des substances chimiques. On observe aussi des mitochondries. Le deuxième élément est l'élément postsynaptique qui se caractérise par la membrane postsynaptique. Entre les deux éléments, on observe un espace de 20 nanomètres. Il s'agit de la fente synaptique. On voit bien que la synapse a une structure morphologique spécialisée liée essentiellement à la présence de vésicules synaptiques dans l'élément présynaptique et à la présence d'une fente synaptique. Passons à l'étude des étapes de fonctionnement d'une synapse. Durant toute l'expérimentation, on utilise le dispositif expérimental ci-dessous. Dans ce dispositif, on a le neurone A présynaptique et le neurone M postsynaptique. On enregistre l'activité électrique du neurone A par l'oscilloscope A et l'activité électrique du neurone M par l'oscilloscope B. Expérience 1. On applique une stimulation électrique efficace sur le neurone présynaptique A. On obtient les résultats suivants. On enregistre au niveau de l'oscilloscope A un potentiel d'action et au niveau de l'oscilloscope B un potentiel d'action. Donc, le PA se transmet du neurone présynaptique vers le neurone postsynaptique. Expérience 2. On applique une stimulation électrique efficace sur le neurone postsynaptique M. On obtient les résultats suivants. On enregistre au niveau du neurone A un potentiel de repos et au niveau du neurone M un potentiel d'action. Donc, le PA ne se transmet pas du neurone postsynaptique vers le neurone présynaptique. Ces résultats permettent de déduire que la transmission du PA au niveau d'une synapse est unidirectionnelle de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique. On vient de voir que la synapse a une structure morphologique spécialisée, liée essentiellement à la présence de vésicules synaptiques dans l'élément présynaptique et à la présence d'une fente synaptique. On se demande si le sens de la transmission synaptique est imposé par la structure cytologique de la synapse. Voyons alors l'aspect de synapse. À l'aide d'un microscope électronique, on observe les éléments d'une synapse suite à l'arrivée d'un potentiel d'action.
L'électronographie de la synapse montre l'exocytose des vésicules synaptiques. Donc, la synapse devient fonctionnelle suite à l'arrivée d'EPA présynaptique. Cela permet de déduire qu'il existe une relation entre la transmission d'EPA et l'exocytose des vésicules synaptiques, qui sont les lieux de stockage des substances chimiques. Cette information suggère deux idées importantes. Le modèle chimique apparaît le plus valide. L'exocytose des vésicules synaptiques impose un sens unidirectionnel à la transmission du PA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de terminaison synaptique, il y a plusieurs vésicules synaptiques. Les vésicules synaptiques contiennent un neurotransmetteur chimique. Chaque neurone synthétise et libère par exocytose le même neurotransmetteur. Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs, citant des exemples comme l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine, la glycine, l'acide glutamique et l'acide gamma-aminobutérique. On observe qu'il y a une diversité de neurotransmetteurs qui est à l'origine d'une diversité de rôles. On se demande quel est le lieu, le mode d'action et la condition d'action du neurotransmetteur. Nous allons voir maintenant la condition d'action du neurotransmetteur. Pour cela, on exploite plusieurs données. Au repos, le CAD+ est plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire. Expérience 1. On applique sur un neurone présynaptique des excitations efficaces et on mesure la concentration intracellulaire en calcium CAD+. On obtient les résultats suivants. L'électronographie montre l'exocytose des vésicules synaptiques. Le document montre la concentration de CAD+ dans l'élément présynaptique en fonction du potentiel dépolarisant. À partir de ce document, on montre qu'il y a une évolution de la concentration intracellulaire en CAD+ dans l'élément présynaptique. Il y a une relation de causalité entre le PA présynaptique et l'entrée de CAD+ et l'exocytose des vésicules synaptiques. On peut dire que le PA présynaptique provoque l'entrée du CAD+ dans l'élément présynaptique qui permet l'exocytose des vésicules synaptiques. Pour confirmer cette idée, on a recours à une autre expérience. Expérience 2. On place les deux neurones dans un milieu dépourvu de CAD+, et puis on stimule de manière efficace le neurone présynaptique. On observe un PA au niveau de l'oscilloscope A et un PR au niveau de l'oscilloscope B. L'électronographie montre qu'il n'y a pas d'exocytose. Donc, en absence de calcium, la synapse n'est plus activée. On déduit que le CAD+ est essentiel pour l'exocytose des vésicules synaptiques. En conclusion, la stimulation efficace provoque l'entrée massive et passagère des ions en calcium dans l'élément présynaptique à travers des canaux voltage dépendants. Par la suite, l'augmentation de la concentration intracellulaire en calcium provoque l'exocytose des vésicules synaptiques et la libération du neurotransmetteur. Passons à l'étude de lieu d'action de neurotransmetteurs. Expérience 1. On dépose une dose suffisante de neurotransmetteurs isolés des vésicules synaptiques dans la fente F. En même temps, on enregistre le potentiel membranaire au niveau des oscilloscopes A, B et C. L'injection du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique permet d'enregistrer en B une légère dépolarisation. Il s'agit du potentiel postsynaptique excitateur qu'on l'appelle PPSE. On enregistre en C un PR. On déduit que la transmission synaptique se fait par voie chimique par le biais du neurotransmetteur. Et dans ce cas, la transmission synaptique n'est pas électrique.
comme on peut déduire que le PPSE ne se propage pas. Expérience 2. On injecte une dose de neurotransmetteur dans le neurone M, on obtient les résultats suivants. On enregistre un PR dans le neurone A, un PR dans le neurone M, au niveau de la membrane postsynaptique et au niveau du cône axonique. Donc, pas de transmission synaptique. On déduit que le neurotransmetteur agit seulement au niveau de la fente synaptique. On passe à l'étude du mode d'action du neurotransmetteur, expérience. On choisit un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. On le rend radioactif, puis on l'injecte dans la fente synaptique. La radioactivité se trouve localisée sur la membrane postsynaptique. Donc ici la membrane postsynaptique. On a en bleu ici l'acétylcholine fixée sur des récepteurs. Sur la membrane postsynaptique se trouvent des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs. En même temps, on observe que la concentration en Na+ intracellulaire se trouve augmentée après ouverture des canaux associés aux neurotransmetteurs. Ces canaux sont dits canaux chimiodépendants, CCD. Donc voilà les CCD. Ce qu'il faut savoir, c'est que le neurotransmetteur est rapidement éliminé, ce qui inhibe la transmission synaptique. L'élimination de neurotransmetteurs se fait selon plusieurs modalités, dont les plus fréquents sont la dégradation du neurotransmetteur dans la fente synaptique à l'aide d'une enzyme. On prend comme exemple l'acétylcholinestérase qui dégrade l'acétylcholine, qui est montré par le schéma ci-contre. Deuxième procédure, la recapture du neurotransmetteur dans le bouton synaptique. On peut conclure par un schéma fonctionnel d'une synapse neuroneuronique qui montre les étapes du fonctionnement du synapse. L'arrivée du PA présynaptique provoque l'entrée des ions CD+, à travers les CVD à CD+, puis la libération de neurotransmetteurs par exocytose, puis la fixation de neurotransmetteurs sur des récepteurs et l'ouverture des canaux ioniques chimiodépendants, dans notre cas, les CCD Na+, qui est à l'origine de la naissance d'un potentiel postsynaptique excitateur PPSE. La transmission synaptique prend fin par la dégradation de neurotransmetteurs. Ainsi, le modèle chimique est validé. Le signal électrique est converti en signal chimique, puis reconverti en signal électrique. On doit signaler que la transmission synaptique est de durée 0,5 millisecondes. C'est le temps de passage de PA du neurone présynaptique vers le neurone postsynaptique. Cette durée est dite délai synaptique. Par conséquent, le modèle numéro 1 à rejeter, car le mécanisme de la transmission synaptique dans notre cas est chimique. Il faut signaler que dans 10% des synapses, la transmission est électrique. Aussi, le modèle numéro 2 à rejeter, car la transmission chimique se fait par des neurotransmetteurs et non par des hormones. En effet, au cours du réflexe myotatique, la contraction du muscle éthéré est accompagnée par le relâchement du muscle fléchisseur de la jambe. Le muscle est stimulé par un message nerveux moteur. Donc, je parle de muscle extenseur. Le muscle fléchisseur n'est plus stimulé puisqu'il n'y a pas de propagation du message nerveux. On déduit que la coordination des muscles antagonistes est assurée par la présence de deux types de synapses neuroneuroniques. Donc, on parle de deux catégories fonctionnelles de synapses.
On passe à une expérience. Suite à un étirement d'intensité efficace du faisceau neuromusculaire, on enregistre les potentiels membranaires à proximité de la terminaison synaptique de motoneurone alpha 1 et de motoneurone alpha 2 et à d'autres points éloignés. Les résultats sont présentés par les dispositifs 1 et 2 suivants. La stimulation efficace de neurones sensitifs permet d'enregistrer en A un potentiel postsynaptique excitateur qui est le PPSE qui dépasse le seuil. En B et en C, on enregistre un PA. On déduit que le PPSE augmente la polarité de la membrane postsynaptique et favorise la genèse du PA s'il atteint le seuil au niveau du cône axonique. Et on déduit que cette synapse est une synapse excitatrice. On remarque que l'injection de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique donne les mêmes résultats. Donc, l'acétylcholine est un neurotransmetteur excitateur. Passons à une deuxième expérience. Une stimulation efficace de neurones sensitifs présynaptiques permet d'enregistrer en A' une hyperpolarisation. Il s'agit d'un PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. Le PPSI diminue d'amplitude en B', là où on a cône axonique. En C, on enregistre un PR. On déduit que le PPSI diminue la polarité de la membrane postsynaptique et empêche la genèse du PA. Cette synapse est dite synapse inhibitrice. On remarque que l'injection du GABA au niveau de la fente synaptique donne un PPSI. Donc le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le neurotransmetteur isolé des vésicules synaptiques de l'interneurone est le GABA et que l'association de neurotransmetteurs inhibiteurs GABA avec le récepteur provoque l'ouverture des canaux ioniques chimiodépendants et la modification de la perméabilité membranaire vis-à-vis aux ions Cl- et ou bien ou K+, qui est montré par le document. Donc, retenons, on distingue deux types de synapses neuroneuroniques selon l'effet de neurotransmetteurs sur le neurone postsynaptique. On a tout d'abord une synapse excitatrice. Puis une synapse inhibitrice. Pour toute synapse neuroneuronique excitatrice ou inhibitrice, on a les points communs de fonctionnement suivants. Tout d'abord, on a arrivée de PA présynaptique, puis entrée des ions CD+, à travers les CVD à CD+, dans le bouton présynaptique, puis exocytose des vésicules présynaptiques, libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique, puis fixation de neurotransmetteurs sur des récepteurs spécifiques. Ce qui diffère entre les deux synapses, c'est qu'au niveau du synapse excitatrice, l'association de neurotransmetteurs, prenons l'exemple l'acétylcholine, l'association donc de neurotransmetteurs excitateurs sur des récepteurs provoque l'ouverture des canaux ioniques chimiodépendants, qui est à l'origine d'une dépolarisation qui est le PPSE. Dans la synapse inhibitrice, l'association de neurotransmetteurs inhibiteurs récepteurs provoque l'ouverture des canaux ioniques chimiodépendants et l'entrée de Cl- ou la sortie de K+, qui est à l'origine d'une hyperpolarisation qui est le PPSI. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une synapse, résolvons quelques exercices. Exercice 1. Le document 1 représente trois tracés pouvant être enregistrés lors d'une terminaison synaptique. Question. Complétez le tableau suivant en mettant pour chaque tracé le lieu de son enregistrement, les canaux ioniques à l'origine du tracé et deux propriétés. Pour répondre à cette question, on commence
tout d'abord par souligner les mots clés qui sont importants dans cet exercice. Donc, on a le lieu, les canaux, les propriétés, le tracé et la transmission synaptique. Je tiens de vous rappeler qu'il y a un rapport, autrement une relation entre les tracés et le cadre d'enregistrement, autrement leur dispositif expérimental. Le tracé A est une dépolarisation. On rappelle que la dépolarisation, on peut l'observer dans trois positions. Tout d'abord, au niveau d'une fibre nerveuse suite à une stimulation infraliminaire, comme on peut l'observer au niveau de sites récepteurs et aussi au niveau du synapse. Puisqu'on est dans le cadre de transmission synaptique, notre tracé ne peut être que un PPSE, là où la polarité de la membrane augmente. Donc, le lieu d'enregistrement est le corps cellulaire au niveau de la membrane postsynaptique ou au niveau du cône axonique. Les canaux ioniques mis en jeu ici, puisqu'on parle d'un PPSE, donc c'est les CCD à ANA+. Plusieurs propriétés sont données pour le PPSE. On va se limiter pour deux. Donc, graduable et ne se propage pas. Le tracé B, il s'agit d'une hyperpolarisation qu'on peut l'observer seulement au niveau de la transmission synaptique. Donc, on parle d'un PPSI. Le lieu d'enregistrement, c'est donc le corps cellulaire, soit dans la membrane postsynaptique ou bien le cône axonique. Les canaux mis en jeu, ce sont les CCD ACL- ou bien les CCD AK+, ou bien les deux ensemble. Les propriétés de PPSE sont graduables et ne se propagent pas. Passons au tracé C. Il s'agit d'un potentiel d'action. Le lieu d'enregistrement, soit dans le cône et le bouton présynaptique, aussi le cône axonique. Les canaux ioniques mis en jeu sont les CVD ANA+, et les CVD AK+. Parmi les propriétés, on a, il obéit à la loi de tout ou rien et il se propage. Exercice 2. On stimule la fibre nerveuse N provenant d'un faisceau neuromusculaire situé dans un muscle extenseur N et relié à deux motoneurones N2 et N3 suite à une stimulation de N. L'état électrique des neurones N2 et N3 est modifié. La question, sachant que l'excitation d'un faisceau neuromusculaire déclenche la contraction de muscles contenant ce faisceau, analysez ces enregistrements en vue de préciser quel motoneurone N2 ou N3 est relié au muscle extenseur. On peut souligner ici, comme toujours, les éléments importants dans la question. On voit que le document présente un réseau neuronique composé par 4 neurones. On a le neurone N, neurone I, neurone N3 et neurone N2. L'enregistrement montre l'activité électrique de N1 et N3. Question 2. À l'aide de micropipettes, on injecte des substances variées au niveau des synapses N2 ou IN3. Lorsque des réponses sont enregistrées en N2 ou N3, elles sont comparables à celles enregistrées précédemment. Le tableau présente les résultats de l'expérience. Précisez le rôle physiologique de l'aspartate et du GABA. Ces deux substances sont des substances effectivement présentes dans l'organisme. La troisième question, formuler une hypothèse pour expliquer le mode d'action de l'acide valproïque. Les mots-clés ici, donc on a rôle physiologique, hypothèse sur le mode d'action de l'acide valproïque. On rappelle dans l'énoncé, on demande l'analyse en vue de préciser
quel motoneurone N2 ou N3 est relié au muscle extenseur. Donc, le document montre une chaîne neuronique composée par 4 neurones. La stimulation du neurone N permet d'enregistrer dans le corps cellulaire du neurone N2 une dépolarisation. Celle-là. Dans le corps cellulaire de N3, on enregistre une hyperpolarisation. Il s'agit d'un PPSI. On déduit donc que le neurone N2 est relié au muscle extenseur car le PPSE permet la genèse du message nerveux à l'origine de la contraction du muscle éthéré et que N3 est relié au muscle antagoniste car le PPSI empêche la genèse du PA. Passons aux questions 2. Voyons le rôle physiologique des substances. Donc, l'injection de l'aspartate dans la fente N2 permet d'enregistrer un PPSE alors qu'il n'a pas d'effet dans la fente IN3. L'injection du GABA dans la fente IN3 permet d'enregistrer un PPSI alors qu'il n'y a pas d'effet dans la fente N2. On déduit que l'aspartate est un neurotransmetteur excitateur qui agit spécifiquement au niveau de la synapse N2. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur qui agit spécifiquement au niveau de la synapse IN3. Passons à la question 3, la réponse de la question 3. Les hypothèses possibles pour expliquer le mode d'action de l'acide valproïque. L'acide valproïque n'agit ni au niveau de la fente N2 ni dans la fente IN3. On enregistre un potentiel de repos. L'acide valproïque n'est pas un neurotransmetteur. Après la stimulation du neurone N et l'injection de l'acide valproïque, on n'enregistre pas au niveau de N2 de PPSE. En N3, on enregistre un PPSI. L'acide valproïque n'a pas d'effet au niveau de la synapse IN3. On déduit que l'acide valproïque bloque l'action de l'aspartate. Plusieurs explications sont possibles. On en retient 3. Hypothèse 1, l'acide valproïque provoque la dégradation du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Hypothèse 2, l'acide valproïque se fixe sur les récepteurs spécifiques existants sur la membrane postsynaptique. Hypothèse 3, l'acide valproïque empêche l'exocytose. Ainsi, notre leçon s'achève. Merci pour votre attention. Au revoir.